Heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Kiosque. Nous allons parcourir l'actualité de la semaine avec le regard aiguisé des correspondants de la presse internationale en poste à Paris. Qu'allons-nous traiter cette semaine ? Et bien sûr, nous parlerons de la Syrie et du massacre à huis clos qui s'y poursuit, des centaines de morts dans la ville martyre de Homs où règne une urgence humanitaire. Nous évoquerons une élection sous haute tension en ce moment même au Sénégal. Le président Abdoulaye Wade, 85 ans, se présente pour un nouveau mandat face à une opposition désunie. Nous irons en Russie où Vladimir Poutine est probablement en route à la fin de la semaine pour le Kremlin. Il redeviendra président de la Russie, une Russie divisée, donc à une semaine de cette échéance. Et puis bien sûr, vous n'y couperez pas, le journal de campagne, à 60 jours de l'élection présidentielle française, le score se resserre entre les différents candidats. Nous recevons sur le plateau de Kiosque aujourd'hui Martina Zimmermann qui travaille à Paris pour l'agence EPD, l'agence allemande. Et vous êtes également vice-présidente de l'association de la presse étrangère. Nous recevons Louis Kemayou qui travaille depuis Paris pour le quotidien Le Messager au Cameroun. Nous recevons également Zena El Tibi du journal Al-Ayam, journal libanais, en fait un mensuel franco-arabe. Alexandra Kaminskaya de RIA Novosti, grande agence de presse de la Russie. Vous en êtes la directrice du bureau parisien. Et puis nous recevons Alexandra Chatska qui travaille depuis Paris pour la télévision de Radio-Canada. L'édito de Julien Brune autour d'une ville de Syrie dont le nom restera peut-être dans l'histoire comme celle de cette ville martyre. Bachar el-Assad fait bombarder quotidiennement la ville de Homs, symbole de la résistance et du soulèvement. La diplomatie, vous le savez, reste impuissante en raison des vétos russes et chinois. Édito Julien Brune. Donc voilà maintenant 1 an ou presque que le silencieux Bachar al-Assad n'est pas tombé. C'est en somme la surprise, payée au prix fort, de ce printemps arabe qui semblait pouvoir balayer les dictateurs avec une aisance déconcertante, même si en Libye, ce même printemps avait pris un tour nettement militaire. Les vociférations de Kadhafi et sa menace de provoquer un bain de sang pour réprimer ses opposants ont permis à l'ONU et à l'OTAN, malgré les réticences silencieuses de la Russie et de la Chine au nom d'un principe de non-ingérence moribond, de mener une guerre préventive qui n'a pas dit son nom. Avec Bachar al-Assad, c'est tout le contraire. Il a dégainé ses chars sans dire un mot, en ne faisant que quelques dizaines de morts seulement, si l'on peut dire, par jour. Soit 7000 en 1 an. Mais c'est comme si ce n'était pas assez. Pas assez de morts, même s'ils sont journalistes, pas assez de cris pour provoquer l'indignation mondiale qui aurait contraint ses soutiens russes et chinois à accepter au Conseil de sécurité, même du bout des lèvres, sinon une intervention, du moins des sanctions contraignantes, ou l'envoi de casques bleus de l'ONU ou de casques verts de la Ligue arabe. Et ceux qui disent vouloir intervenir sont peut-être secrètement soulagés de ne pas pouvoir le faire dans un contexte régional, la proximité d'Israël, et intérieur, un fragile et dangereux patchwork de communautés religieuses, autrement plus compliqué qu'en Libye. Bachar al-Assad, lui, fait voter aujourd'hui même, en silence, une nouvelle constitution qui mettra fin au système du parti unique et limitera à 2 le nombre de mandats du président. Ce qui fait que l'actuel président, fils du précédent, ne pourra pas se représenter dans 16 ans. On peut appeler ça une révolution très silencieuse. Oui, en effet, ça peut sembler surréaliste, mais on vote aujourd'hui en Syrie pour un référendum dont l'issue ne fait guère de mystère et qui ne chassera pas le clan Assad du pouvoir. Voici les images qui nous sont parvenues autour de cette consultation, alors que la guerre civile fait rage, notamment dans cette ville de Homs. Revue de presse autour de cette situation. Tout d'abord ici, The Times qui titre « Le prix de la vérité » avec cette photo de Mary Collins, cette journaliste qui a été tuée lors d'un bombardement en compagnie d'un autre journaliste français. Donc le prix de la vérité autour de de la mort de notre consoeur. En Turquie, des journalistes pris pour cible, puisqu'en effet, l'enquête ne permet pas peut-être de tout comprendre des circonstances de leur mort, mais il est possible, voire probable, qu'ils aient été clairement pris pour cible lors du bombardement de Homs. En Pologne, la Gazeta nous dit « Assad assassine Homs », donc une condamnation. Aux Pays-Bas, Homs est-elle la goutte d'eau, poursuivons, qui fera déborder le vase? Est-ce que la communauté internationale peut être en mesure de condamner fermement, voire d'intervenir cette goutte d'eau? Nous verrons ce qu'il en est. En Belgique, la Libre nous dit « Homs à genoux ».
le monde sans réaction. Point d'interrogation. En Égypte, voici Al-Aram dans sa version hebdomadaire. Mobilisation générale, liberté. On voit ici ses opposants. On poursuit au Liban avec la presse anglophone du Daily Star qui nous dit des mots à Tunis où se déroulait cette conférence des amis de la Syrie. Donc des mots à Tunis, des coups de feu en Syrie puisque les massacres se poursuivent. Voici ce rapide survol de la presse internationale. Alors qu'est-ce que l'on peut dire, Zena El Tibi, depuis le Liban voisin, le Liban tout proche, dont le sort a été si souvent lié aux décisions qui étaient prises à Damas? Comment, dans quelle inquiétude suit-on ces événements actuellement au Liban? Écoutez, tout d'abord, avec horreur, en regardant tout ce qui se passe à Homs et dans d'autres villes de Syrie, ça nous rappelle aussi les heures sombres de la présence de l'armée syrienne au Liban. Le Beyrouth a été bombardé à plusieurs reprises, donc c'est des images qu'on connaît et qui nous inquiètent, bien sûr. Autrement, et on attend la chute d'Assad. C'est l'espoir ou c'est la crainte? Là, il y a une nuance, si vous voulez. Il y a il y a deux partis au Liban, de clans, disons. Un clan qui est aujourd'hui dans l'opposition, qui est plutôt contre Assad, contre la Syrie, systématiquement contre. Et vous avez le clan qui est au gouvernement actuellement, qui temporise, qui essaye de calmer les réactions du Liban vis-à-vis quand il y a eu des réunions à l'ONU où on a condamné le régime syrien. Le Liban s'est abstenu parce qu'on a toujours peur des réactions du gouvernement syrien par rapport, parce qu'on a une grande frontière entre les deux pays. Naturellement. Et il y a beaucoup aussi, si vous voulez, Assad et le régime syrien disent que ce sont les Libanais qui laissent passer des Al-Qaïda ou des combattants pro-islamistes, etc. C'est à cause de ce passage de ces combattants qui vont en Syrie à partir du Liban. Donc il y a une angoisse et une crainte. Ça c'est vraiment concernant le Liban. Mais on attend la chute d'Assad. Je vais vous dire, par exemple, aujourd'hui, ou plutôt hier, il y a le général Aoun qui a fait une déclaration en disant Homs est la bataille finale et que Assad restera au pouvoir. Il ne partira pas, mais il va, et à cause des élections, du référendum d'aujourd'hui, il va mettre un peu d'eau dans son vin, si on peut dire ça. Il a quand même encore 16 ans de pouvoir, même s'il gagne ce référendum. Ils ne s'attendent pas totalement à la chute. Et la preuve, la réunion de Tunis, on a le sentiment qu'on lui a donné encore une chance en disant peut-être qu'on pourra éviter vraiment le pire, parce qu'on a peur vraiment que ça dégénère dans toute la région. Alexandra Kaminskaya, de semaine en semaine, ici avec nos confrères russes qui vous ont précédé, on s'interroge toujours sur la position diplomatique de Moscou, en liaison avec la Chine, de ne pas condamner diplomatiquement, fermement, ces massacres qui se perpétuent à Homs. Est-ce qu'il y a une évolution dans la diplomatie de la Russie ? Non, je ne dirais pas. Et donc, concernant la position russe sur la Syrie, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. Donc, la première chose, c'est que la Russie est aujourd'hui prête, oui, à défendre sur la scène internationale un certain nombre de principes qui lui sont chers, quitte à s'opposer au reste du monde. Et donc, de quel principe est-ce qu'il s'agit par rapport à la Syrie ? Mais tout simplement, la Russie est contre une ingérence extérieure dans un conflit intérieur d'un pays en soutenant une des parties du conflit. Donc, ce n'est pas que la Russie ne considère pas Assad... le dirigeant syrien bombarde son peuple. Oui, parce que pour la Russie, Assad n'est pas le seul responsable. Il est bien responsable. Donc ça, c'est important de souligner. C'est pas qu'on soutient le régime à l'unanimité. Non, pour nous, il est responsable, mais il n'est pas le seul responsable. Et vu de Russie, il y a bel et bien au sein de l'opposition syrienne, qui est très floue et hétérogène, mais qui a bel et bien des groupes armés radicaux qui sont pas prêts, eux non plus, à rendre les armes. Donc c'est très important. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un débat dans l'opinion publique russe? Et est-ce que, par exemple, les images que nous voyons, qui passent en boucle sur les télévisions, de ces massacres à Homs, est-ce que ces images font partie du débat russe actuellement? Je dirais pas. On voit de temps en temps, mais je pense qu'on le voit moins. Mais on lit dans la presse écrite le nombre de victimes, etc. Et dans l'opinion publique, donc je dirais que majoritairement, les analystes
comprennent la position russe et essaient de l'expliquer. Mais il y a des avis critiques également. Mais donc je voulais dire que il faut aussi se souvenir du précédent libyen. Vous vous en souvenez bien, la Russie à l'époque avait bien soutenu la résolution très dure qui visait normalement à protéger les civils, mais ça s'est transformé en une intervention militaire qui a renversé le régime. Donc la Russie à ce moment-là s'est sentie trahie par ses partenaires et elle n'est pas prête à ce que le scénario libyen se reproduise en Syrie. Et aussi, je pense qu'il faut dire que de manière générale, la Russie est contre les révolutions. On pense que s'il s'agit de changer de régime, il faut que ça se passe par la voie constitutionnelle, parlementaire, parce que changement brusque, brutal par la force d'un régime, ça peut comporter des risques beaucoup plus graves auxquels on ne pense pas, et d'autant plus que on ne croit pas du tout que le régime actuel soit isolé à l'intérieur de la Syrie. Pour nous, le soutien qu'il a n'est pas moindre que le soutien de l'opposition. Donc, et on croit qu'il faut donner sa chance à Assad et que c'est dans le dialogue que consiste la solution. Et donc, c'est pour ça, pour le dialogue entre les deux parties, que la communauté internationale doit œuvrer. Il y a aussi le jeu russe dans la région. Ils ont une base militaire à Tartou. Oui, il y a des zones d'influence. Excusez-moi, on va élargir. Louis Camaillou, quel peut être le regard depuis le Cameroun, disons depuis une partie large de l'Afrique, de ces massacres à Homs? C'est que l'on se rend compte, surtout par rapport à ce blocage au niveau du Conseil de sécurité, qu'il est indispensable que la démocratie que l'on prône au niveau des pays africains et des pays les moins avancés de façon générale, que cette démocratie existe également au Conseil de sécurité. Parce que si on est paralysé au niveau de l'ONU, c'est parce que le Conseil de sécurité, qui a la capacité de représente mal l'État du monde, représente assez mal. On l'a très bien constaté, puisqu'après on a fait appel aussi à l'Assemblée générale pour débloquer la situation. Et là, il y avait un vote majoritaire, ultra majoritaire, pour condamner Assad. On n'a cependant pas franchi le cap d'aller prendre une résolution forte concernant la situation. Et je crois qu'aussi, il y a deux choses qu'il faut remarquer. Aujourd'hui, il y a une démocratie qui se fait au Conseil de sécurité ou alors à l'OTAN parce qu'on a des forces qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale et qui sont un peu sur cette rente-là en train de dire on va la fructifier et on verra bien ce qu'il en sera. Mais il est indispensable aussi de reconnaître les puissances régionales. Quel rôle la Turquie, par exemple, pourrait jouer dans cette situation-là? Quel rôle l'Iran, qui n'est pas n'importe qui le Brésil, l'Inde, etc. Donc, ces pays-là sont assez distants. Quand on prend les BRICS, de façon générale, on ne les a pas entendus prendre position, que ce soit sur la Syrie. Les BRICS, je traduis les pays émergents. Absolument, les pays émergents. Ils n'ont pas pris position de façon claire. Je crois qu'ils ne prendront pas position. Cela dit, il est indispensable que sur le plan régional, la Turquie qui avait un moment voulu intégrer l'Union européenne pourrait. Elle n'a pas renoncé. Elle n'a pas renoncé. Je crois qu'aujourd'hui, la question peut se poser, sachant que l'Europe aujourd'hui n'a plus cette politique de défense qui faisait sa force. Les budgets militaires, qu'il s'agisse de la Grande-Bretagne ou de la France, ont été revus à la baisse. Prenez le cas de la Libye, les dernières semaines de bombardement. Je crois que les bombes étaient toutes américaine à cette époque-là. Ça traduit bien l'état dans lequel se trouvent aujourd'hui les pays européens. Même s'ils veulent apporter la démocratie par la force, cette force-là, militaire, ils ne l'ont plus. Alors, l'Allemagne ne fait pas partie du Conseil de sécurité. Il y a néanmoins une condamnation claire avec les grands occidentaux autour de ce qui s'y passe. Oui, on parle, par rapport au référendum, on parle d'une mascarade de démocratie, alors que donc de faire un référendum alors qu'il y a des gens qui meurent ou qui sont blessés et qu'il y a des bombes, etc. Les médias allemands, ils sont très pessimistes en général sur la situation dans cette région. Ils pensent que ça va directement à la catastrophe. Mais il y a aussi des commentaires je rejoins un peu ce qu'elle a dit Alexandra, qui se demandent si les Syriens, ils font pas les frais, en fait, des erreurs de l'OTAN en Libye. Et il y a die Tageszeitung, la Taz, qui est un journal un peu comme Libération, ici en France, voilà, entre gauche, se demande même si l'Occident ne veut pas renverser Assad comme première étape d'une guerre contre l'Iran. Justement, donc il y a beaucoup de discussions, en fait, beaucoup d'analyses. Mais il y a toujours, effectivement, mais il y a toujours quand même l'indignation par rapport à un président qui tire sur son peuple. Et c'est vrai que par rapport à la Russie... Il y a cette même préoccupation en Russie. Mais par rapport à la Russie, il y a quand même, on se demande, mais est-ce que c'est pas parce que les Russes veulent pas qu'un jour ça leur tombe dessus par rapport à la Tchétchénie ou par rapport à d'autres problèmes
On écoute du côté du Canada, du Québec et du Canada. Même position, même condamnation. Votre pays ne fait pas partie du Conseil de sécurité, mais il y a une condamnation diplomatique ferme et forte. Une condamnation très claire. À plusieurs reprises, les autorités canadiennes ont condamné ce qui se passait, le bombardement des populations civiles. Mais je rappellerai, mais ça c'est vrai pas seulement pour le Canada, la difficulté des journalistes à travailler sur place. Et ça, c'est vraiment terrible parce que on dit, vous l'avez dit à juste titre, on ne sait pas tout ce qui se passe. Assad d'un côté, mais de l'autre côté, c'est pas nécessairement que des combattants de la liberté, mais on les connaît pas. Et la difficulté, c'est qu'on laisse pas entrer. Il y a très peu de journalistes canadiens actuellement en Syrie. Il y a une journaliste de nos confrères de CBC, du réseau anglais de Radio-Canada, qui est entrée à Homs il y a quelques semaines, clandestinement. Ils ont passé 10 jours là-bas, mais ce sont pas des conditions pour comprendre quelles sont les factions, qui sont des gens qui manifestent pour Assad, qui sont, on a entendu ici l'archevêque il y a quelques semaines, l'archevêque de Syrie parler à la télévision française, et on a vu un peu qui sont les gens qui pouvaient appuyer Assad, mais dans les faits, les journalistes, donc on n'a pas l'information, sans parler évidemment de toute la région, mais sur place, qui sont les factions qui appuient Assad, qui sont des factions qui luttent contre, et jusqu'où ils sont prêts à aller, il y a très 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 peu d'informations. Pour nous, chez Assad, il y a une volonté de réformer, il y a une volonté de faire des concessions, et donc il faut que l'autre partie du conflit... Ça, c'est le décryptage russe. Oui, c'est ça. Il faut que l'autre partie rende les armes et renonce à une lutte armée. Alors, on va regarder 3 dessins autour justement de ce qui se passe à Homs et en Syrie, où il est très difficile, vous le savez, de travailler. Plusieurs journalistes ont été tués, 2 au cours de la semaine. Certains blessés ne peuvent pas être évacués. C'est le cas de 2 autres journalistes, dont une française. Alors, on va regarder ce dessin de Kroll qui nous montre en Syrie. Cet amoncellement de victimes avec 3 petites flèches sur la droite, vous le voyez, ce sont les journalistes qui font partie de ces victimes. Autre dessin de Kishka qui nous montre un Assad marchant sur un visage, qui est celui de notre consoeur britannique qui a été tué au cours de la semaine lors des tirs de l'armée régulière syrienne. Et puis Dilem nous dit, regardez, les journalistes continuent à aller travailler en Syrie. Ils se sont tout de suite mis dans le bain, nous dit Dilem. Voilà pour cette situation sur laquelle les journaux et probablement cette émission sera amenée à revenir. Nous passons aux autres temps forts de l'actualité. À l'œil. Et nous allons au Sénégal, où se déroule en ce moment même, en Afrique, donc, où se déroule actuellement une élection présidentielle à haut risque, à haute tension. Il y a eu beaucoup de manifestations. Le président sortant Abdoulaye Wade se présente à un 3e mandat, en dépit d'une réforme constitutionnelle discutée. Et à 86 ans, âge officiel, il se présente donc pour se succéder à lui-même. Ses opposants, au nombre de 13, ne sont pas parvenus à s'entendre et Wade affirme pouvoir l'emporter dès le premier tour. D'ailleurs, un second tour n'est même pas particulièrement prévu. Nous allons regarder là aussi petite revue de presse internationale avec Jeune Afrique qui pose la question sur ce portrait de Wade. 7 ans de plus, point d'interrogation. Le Figaro, l'un des quotidiens français, nous dit ici même, affrontement violent dans le centre de Dakar. Au cours de la semaine, il y a eu des manifestations très houleuses avec plusieurs victimes. On parle de 6 morts. En Namibie, le Sénégal brûle. On retrouve cette même image, à la fois des manifestations et des incendies en cours. La Tribune au Sénégal nous dit « Le Sénégal est à feu et à sang » et détaille les victimes, image d'un week-end d'émeutes. Les Opinions au Sénégal toujours nous dit « Le nouveau type de dictateur en Afrique, le cas d'Abdoulaye Wade ». Et puis au contraire ce titre pro-gouvernemental, toujours au Sénégal, « Spirale de la violence au Sénégal, comment l'opposition attise le feu ». Toujours à Dakar, Sud, quotidien Sud, le scrutin de tous les dangers qui se déroulent en ce moment même. Alors, Louis Kemayou, on avait une vue du Sénégal où il n'y a jamais eu de coup d'État militaire comme étant celui d'une transition démocratique réussie. Wade avait battu Diouf, son prédécesseur, il y a une douzaine d'années. En 2000. Ouais, en 2000. On avait le sentiment que ce pays, était entré dans une démocratie apaisée. Que se passe-t-il exactement? Est-ce que c'est pas précisément un mauvais exemple que donne l'Afrique actuellement?
Il se passe simplement qu'aujourd'hui, on a une série d'opposants historiques qui ne sont pas forcément de bons dirigeants une fois qu'ils ont les rênes du pouvoir. On a vu l'exemple de la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo, on a vu l'exemple de la Guinée-Conakry avec Alpha Condé. On a aujourd'hui l'exemple du Sénégal qui ne déroge pas à la règle, c'est que c'est pas parce qu'on a un passé d'opposants historiques qu'on est forcément un très bon dirigeant une fois arrivé au pouvoir. Et l'autre difficulté, c'est que cette réforme de la Constitution qui avait demandé la restriction des mandats, elle a une interprétation différente selon les camps où on se trouve. Abdoulaye Wade estime que c'est venu à mi-mandat et que la loi n'est pas rétroactive. Absolument. Donc pour lui, il fallait qu'il aille jusqu'au bout de son mandat et qu'il postule à un dernier auquel il estime pouvoir... Et sa candidature est contestée non seulement en interne, mais par de grandes chancelleries internationales comme les États-Unis ou Alain Juppé en France. Mais lui, il estime que ce sont les Sénégalais qui décident et que les Sénégalais lui font confiance. S'ils ne lui faisaient pas confiance, il lui ferait savoir lors du scrutin qui est en cours. Donc pour lui, le dernier mot est aux Sénégalais. En 2007, il avait fait un sans faute. Il avait pratiquement gagné au premier tour. Aujourd'hui, il a en face de lui des opposants qui sont pour la plupart, pour les plus importants, ses anciens premiers ministres, ses anciens ministres. Donc c'est un peu Wade contre Wade dans la course à la présidence. Mais qu'est-ce qui peut se passer si, par exemple, ce soir ou mardi, plus exactement, on annonce la victoire de Wade? Ça peut se passer calmement ou c'est forcément un retour de la rue? Moi, ce que je voudrais juste faire remarquer, c'est que les contestations, elles sont très fortes, mais elles sont surtout urbaines. Ouais. Elles ne concernent pas tout le pays. Quand nos confrères namibiens disent que le pays est à feu et à sang, ça concerne surtout c'est la capitale et exceptionnellement quelques 2 ou 3 villes du pays. C'est pas tout le pays qui est concerné par ces émeutes urbaines. Et puis de l'autre côté, il y a quand même beaucoup de villes dans le pays où il y a eu des manifestations ces dernières semaines. Ce que je veux dire, c'est que au-delà de cette contestation actuelle, il est évident, la mission de l'Union africaine a demandé que après l'élection, même s'il était réélu, qu'il ne fasse que 2 mandats et passe la main. Il n'y a pas eu de commentaire de ça. 2 années, autant pour moi. 2 années de mandat et qu'il passe la main. Mais c'est ce que je voudrais rappeler, parce que les chefs d'État africains, de leur côté, on les a pas beaucoup entendus sur le sujet, mais rappelons que Abdoulaye Wade s'est porté volontaire à plusieurs reprises pour aller faire la loi, rappeler la démocratie à plusieurs chefs d'État. Olusegun Obasanjo, c'était déjà le cas quand il avait essayé de refaire la Constitution pour se représenter. Il lui a demandé de ne pas le faire. Il ne l'a pas fait. On l'avait vu également en Libye. C'est une sorte de sage, l'image était celle d'un sage, en effet. Et aujourd'hui, elle est très largement écornée. Alors, autre réaction autour de cette table, en Allemagne? En Allemagne, on a du mal à comprendre comment un président de 86 ans peut s'accrocher, parce que nous, en plus, on est à notre 3e président en 3 ans, donc ça c'est... Vous avez un peu accéléré le mouvement, faut reconnaître. Mais en général, on dit ça sent la révolution au Sénégal. Est-ce que c'est vrai? Ça va se montrer dans les heures et dans les jours qui viennent. En tout cas, depuis ce matin, les Sénégalais vont voter massivement. Et ça, je pense que c'est un très bon signe, ce qui montre que eux, ils s'accrochent à leur démocratie et qui veulent la démocratie. La grande question, ça va être, est-ce que le scrutin, il est transparent, se passe correctement, et surtout, est-ce qu'Abdoulaye Wade, si toutefois il n'était pas gagnant au premier tour, est-ce qu'il accepterait cela? Et ça, on verra dans les heures à venir. On a 48 heures à attendre pour le savoir. Est-ce que au Canada, il y a une diaspora importante? Est-ce que l'on suit avec intérêt cette élection ou elle est un peu lointaine? Je dois vous dire que le Canada, sur ce sujet, comme sur beaucoup de sujets d'ailleurs, est divisé en 2. Vous regardez les quotidiens anglophones du Canada anglais, il y a 0 article sur le Sénégal. Et ça, c'est hier, la veille du scrutin. Bon, aujourd'hui, dimanche, la plupart des quotidiens ne paraissent pas. Mais il y a vraiment... On n'en parle pas. Au Canada français, on en parle un peu plus, mais très, très peu. Et évidemment, oui, les gens sont inquiets de l'issue. Et il y a Youssou N'Dour qui était assez connu. Donc, le fait qu'il soit blessé, le fait que sa candidature a été refusée par le Conseil constitutionnel. Bon, ça a éveillé beaucoup d'intérêt au point où on a même confondu l'origine des émeutes, le début des émeutes. On pensait que c'est parce que Youssou N'Dour n'avait pas été accepté comme candidat, alors que c'était pas ça du tout. C'est parce qu'il n'a pas eu ses signatures. On lui a pas, on l'a pas empêché. Il n'a pas eu ses signatures. Mais en fait, les gens
gens sont aussi sortis. Bon, je le sais parce que mon fils vit au Sénégal. Les gens sont vraiment, il suit de près parce qu'il fait un film sur Y en a marre. Et alors, les gens sont sortis dans les rues parce que la candidature de Wade a été acceptée pour un troisième mandat et non pas parce que Youssou N'Dour n'a pas été accepté. Mais on a confondu ça parce que Youssou N'Dour est très connu. Mais sinon, on comprend pas plus qu'il faut. Il n'y a pas de correspondant attitré qui soit là au Sénégal. Donc, je posais la question sur le Liban qui naturellement suit le printemps arabe et pour cause. Est-ce qu'on est également attentif aux élections au Sénégal? La presse libanaise, non. Pas vraiment, mais il y a une grande communauté... Pardon? Malgré Robert Bourgi. Oui. Et, il y a une grande communauté libanaise au Sénégal, mais qui aujourd'hui est sénégalaise. Donc il n'y a plus tellement de liens avec la entre le Liban et... Non, parce que vraiment ils se sont intégrés. Mais aujourd'hui ils sont, si vous voulez, ils ne s'intéressent pas beaucoup. Ils ne se mêlent pas beaucoup de politique parce que ils font partie de cette minorité visible. Donc ils préfèrent ne pas rester un peu à l'écart. Voilà. On verra dans un instant que la Russie s'apprête elle aussi à voter. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier à ce qui se passe en Afrique? J'ai pas eu de réaction officielle par rapport au Sénégal et pas non plus beaucoup d'informations, d'articles dans la presse. Donc pour nous, c'est une élection très lointaine. Les relations bilatérales sont pas très denses. Je vais juste dire pour rire qu'il y a 4 ans, quand la Constitution empêchait Vladimir Poutine de briquer un troisième mandat consécutif, il n'a pas eu de problème pour laisser sa place. Oui. Vous avez raison. Il a gardé bien au chaud, par contre. Vous avez raison. Et c'est vrai que pendant 4 ans, il a fait le job de Premier ministre, si on peut dire. Mais on est à vous dans un instant pour parler de ça. Avec ce dessin de dilemme, Wade qui compte sur une large victoire dès le premier tour. Je vais carrément survoler le scrutin et on voit de quelle façon il prend son élan avec ce coup de pied qui sort de l'urne. Vous parliez, Alexandra, de la situation en Russie avec, dans tout juste une semaine, cette élection présidentielle où le suspense n'est pas le maître mot, c'est au moins ce que l'on peut dire, puisque on s'apprête à voter, mais quand même dans un contexte de forte contestation, mobilisation. Alors ça, c'est le grand meeting de Vladimir Poutine. On parle de 130 000 personnes qui sont allés le soutenir. On voit ici démonstration de force de tous les côtés. Ça, c'est pour les pro-Poutine. Et puis de l'autre côté, notamment autour du périphérique de Moscou, il y a ces manifestants avec le ruban blanc qui, eux, au contraire, demandent une transparence de cette élection et qui contestent le retour sous cette forme de Poutine qui, après avoir été président, est devenu Premier ministre, a en quelque sorte laissé quelqu'un d'assez proche, Medvedev, occuper la place avant probablement de la reprendre à la fin de la semaine. J'espère que vous avez suivi. Le scénario va se jouer comme ça, Alexandra? Oui, vous avez tout à fait raison, Philippe. Il ne fait presque aucun doute que c'est Vladimir Poutine qui sera élu président dimanche prochain, à en croire les sondages qui lui prédisent la victoire au premier tour, donc avec plus de 50% des votes. Mais vous avez aussi complètement raison que cette élection se passe dans un contexte inédit. Je vous assure qu'il y a 3 mois encore, personne, ni les Russes eux-mêmes, ni les observateurs étrangers ne pouvaient s'attendre à ce mouvement protestataire que la Russie connaît depuis le mois de décembre dernier. Donc vous avez montré le grand meeting de Vladimir Poutine, mais c'est surtout les manifestations d'opposants qui sont inédites. Donc, il y a eu plusieurs grands rassemblements depuis le mois de décembre. Je rappelle que ce mouvement a été provoqué par le déroulement des élections législatives de décembre dernier, pendant lesquelles il y aurait eu de très nombreuses irrégularités et fraudes qui auraient transformé sensiblement les résultats des élections en faveur du parti de Vladimir Poutine, Russie Unie. Et donc, ce mouvement, donc il faut pas non plus, donc ce mouvement concerne surtout Moscou, où il y a pu avoir, par exemple, plus de 100 000 en une seule fois. Ça concerne aussi d'autres grandes villes, mais dans une moindre mesure. Donc, ce mouvement reste minoritaire. Mais, donc, vous nous dites la semaine prochaine, Poutine président et Poutine forever, quoi. S'il refait 2 mandats, vous l'avez un moment. Mais je voulais juste dire que, vous vous souvenez, Philippe, la dernière fois où j'étais sur ce plateau, il était question de ce renversement de rôle entre Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev. Et je dois vous dire que c'était
une grande erreur en termes d'image, de pouvoir. Beaucoup de gens ont très mal vécu ça, parce que c'était théâtral. Et les gens, même loyaux au pouvoir, se sont dit, mais c'est pas possible, non seulement tout est gagné d'avance, on nous le montre de façon aussi flagrante. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est pas de savoir si Vladimir Poutine sera élu ou pas, c'est pratiquement sûr, comme je le disais, mais la question qui se pose et que beaucoup de gens et d'analystes se posent, c'est si Poutine sera adapter sa politique à cette nouvelle donne et à ces aspirations d'une partie de la population qui commence à être politiquement active et qui est juste lassée de vivre dans un pays où votre voix ne compte pas, où les pouvoirs ne vous écoutent pas. Il n'y a pas de contre-pouvoir, oui. Justement. Et vous savez, moi, je suis amenée à entendre des points de vue tellement divers sur la Russie de la part des Russes eux-mêmes. Il y en a qui le soutiennent fermement. Oui, on voit les manifs. Oui, ils considèrent. C'est une élection très passionnelle, quoi. Justement, et il y en a qui croient que c'est le plus grand mal. Et moi, quelque part, je pense que si on a le même Poutine, mais avec une nouvelle politique, plus verte, une concurrence politique. Moins nationaliste. Justement, quelque part, ça arrangera la plupart de la population. Alors, on regarde, revue de presse. Je vous prie de m'excuser. Aux États-Unis, Time nous dit le Premier ministre russe incroyablement fragilisé. En Bulgarie, 130 000 personnes pour soutenir Poutine. On voit qu'effectivement, on peut choisir l'une ou l'autre photo, ceux qui soutiennent ou ceux qui conspuent Poutine. Les Izvestia, quotidien russe, un nombre record de partisans de Poutine. Même réaction. Moscow News, le filon militaire de Poutine. En Belgique, The Standard nous dit Vladimir Poutine donne un nouveau souffle à la guerre froide. Et puis El País en Espagne, Poutine encourage. Ça, c'est un bon titre. Pardon? Ça, c'est intéressant. Ah oui. Là, ils mettent vraiment l'accent. Poutine donne un nouveau souffle à la guerre froide, oui, en effet. Et puis je termine avec El País. Poutine encourage l'esprit militaire et nationaliste russe, ce que nous disions à l'instant. Alors, quels sont les pays qui s'intéressent à une élection qui semble jouer d'avance? L'Allemagne, peut-être, est attentive oui, bien sûr. assez habituellement. L'Allemagne est le premier partenaire européen de la Russie et le deuxième après la Chine dans le monde. Mais justement, ce que vous avez dit, c'est très intéressant. S'il pouvait s'adapter, mais en ce moment, il fait exactement le contraire. Les Allemands, ils appellent ça, il fait du bodybuilding politique, c'est-à-dire il montre ses muscles, il joue l'homme fort. En français, on dit de la gonflette. Voilà. Non, mais il est obligé. Et il essaye de convaincre le peuple qu'avec, en fait, on peut faire le futur en revenant en arrière dans le passé. Vision d'Allemagne. Au Canada? Au Canada, évidemment, on s'intéresse à ce qui se passe en Russie. C'est après tout le plus grand pays du monde. C'est à cause de la Russie qu'on n'est pas, nous, le plus grand pays du monde, le deuxième. Non, mais ça, c'est une blague. Mais on s'intéresse. Mais je pense que ce qui est important quand même, c'est de voir toutes ces manifs pro-Poutine. Il faut quand même faire attention, hein, parce qu'il y a une grande tradition en Russie qui date du temps de l'URSS où les gens allaient dans les manifs parce qu'ils étaient obligés. C'est-à-dire le 1er mai à Moscou, il y a personne qui avait vraiment envie dans les manifs, aller dans les manifs. Les gens y allaient parce qu'ils étaient obligés. Plus que ça, le mouvement Nachi, qui est un mouvement pro-Poutine de jeunesse russe, parce que bon, j'ai quand même couvert ce pays pendant quelques années, eh bien, les gens étaient payés pour aller manifester leur sympathie pro-Poutine. Les filles étaient payées pour enlever leur chemisier, montrer leurs seins, enfin, j'aime Poutine, etc. Donc, il faut quand même faire attention. Je pense que dans les manifs... Nous n'avons rien vu tel cette année. Hein. Non, vous le regrettez. Pas du tout. Nous suivons l'actualité. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même... j'ai l'impression que les manifestations anti-Poutine, même s'il y a beaucoup moins de monde, moins de monde qu'aux autres, les gens savent exactement pourquoi ils sont là. J'ai des confrères journalistes canadiens qui sont à Moscou, qui m'ont dit, on est allé dans les manifs et on a demandé aux gens, pourquoi vous êtes ici? Des manifs pro-Poutine. Et les gens savaient pas quoi répondre. Ils n'avaient pas de réponse. Alors que quand ils allaient dans les manifs anti-Poutine, les gens, chaque personne qui était là, avait une réponse très précise. Et une bonne réponse de préférence. Alors, il faut faire attention. Il n'y a pas d'unité. L'opposition russe, qu'on appelle là actuellement l'opposition, c'est quelque chose qui est très dispersé, très hétérogène. Elle n'est pas structurée avec une figure. On a parlé aussi d'influence. Sur quoi tout le monde se rejoint, c'est qu'on est pour les élections justes et honnêtes. Voilà. Après, il y a vraiment différents courants. Même, il y a des gens qui sont complètement apolitisés, qui sont justes, voilà, sont venus manifester leur position pour les élections justes. Après, il y a quand même des nationalistes. Il y a plusieurs. Il n'y a pas de leader déjà, un seul, qui soit capable de traduire. De traduire. Il y a eu des aspirations. Il y a eu quand même pas mal d'influence et d'ingérence d'ONG américaines sur place. C'est ce que qui ont quand même incité les jeunes à manifester. Ça aussi, il y a un jeu. L'argument
que Poutine avance tout le temps en réponse à ces manifestations. C'est vrai, mais il est vrai que ça existe, comme ça a existé en Tunisie, comme ça a existé en Égypte. Donc, si vous voulez, la crainte, c'est de voir que cette jeunesse soit manipulée, et non pas pour son propre bien. C'est pas pour, si vous voulez, je ne prends pas la défense de Poutine, mais on se dit, dans quelle mesure cette jeunesse est manipulée? Louis. La vérité, c'est que quand on parle du nationalisme, aujourd'hui, la Russie a besoin de reprendre la place qui a été celle de l'Union soviétique à la fois au Conseil de sécurité et dans la confrontation qu'il y avait entre les grandes puissances. Elle en a les moyens militaires, elle en a peut-être pas les moyens financiers, mais ce qui est certain, c'est que le nationalisme russe, il sait le fouetter, et il sait autour de cela faire l'unanimité autour de lui. Ça parle aux gens, vous savez, ça parle à beaucoup de gens en Russie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à un dilemme concernant la société russe, c'est qu'on a une jeunesse qui est très occidentalisée et qui se tourne vers ces idéaux à la fois de liberté, d'alternance et de tout ce que vous voulez, mais à côté de cela, vous avez un besoin aussi de nationalisme qui n'est pas dû qu'au fait que les gens sont payés. Vous connaissez personnellement la Russie. Oui, j'ai étudié pendant quelques années, donc je crois qu'il n'y a pas que le phénomène de mode en disant il y a un printemps arabe, il y a un besoin de liberté, il y a une véritable fierté qu'on a besoin de restaurer. Et au niveau de l'Afrique aussi, ça parle parce que on a eu la Russie comme partenaire pendant cette période de guerre froide. En plus que la Russie se sent lésée à chaque fois qu'il y a des décisions à l'ONU, comme l'histoire de la Libye. La Russie s'est sentie aussi lésée comme pays important sur la scène internationale. Voilà pour ces élections. Nous aurons là aussi dans les journaux de la rédaction de TV5 et peut-être dans cette émission, ici même la semaine prochaine, l'occasion d'y revenir avec une consultation qui semble jouer d'avance, avec ces décryptages que nous venons d'entendre. On enchaîne avec notre C'était-il y a. Un contexte tout d'abord, c'était il y a 20 ans la dernière guerre en Europe, dans les Balkans, le délitement de l'ex-Union soviétique et exactement le 21 février 92, c'était le déploiement de casques bleus dans cette ex-Yougoslavie pour tenter d'éviter les tueries, les massacres. Retour sur cet événement, c'était donc il y a 20 ans, une force d'interposition pour éviter des massacres et on sait malheureusement ce qu'il en a été. Le 21 février 1992, les Nations Unies votent la création d'une force d'interposition dans l'ex-Yougoslavie en pleine décomposition. Déployée en Croatie pour instaurer un cessez-le-feu et apporter une aide humanitaire aux populations locales, la FOR-PRONU voit son mandat aussitôt étendu à la Bosnie, à son tour pris dans l'engrenage de la guerre civile. Mais face à l'embrasement et l'épuration ethnique, les casques bleus se trouvent rapidement dans une situation impossible. La proclamation unilatérale de l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie un an auparavant avait déclenché les affrontements avec l'armée fédérale serbe. La guerre embrase la Croatie, puis s'étend à la Bosnie-Herzégovine, faisant en quelques mois des milliers de victimes et plus d'1 million de réfugiés. Devant l'incapacité de l'Europe à intervenir, c'est l'ONU, revitalisée par la fin de la guerre froide et impulsée par la France, qui s'engage dans la plus vaste opération de maintien de la paix de son histoire. 40 000 casques bleus de toutes les nations sont déployés dans les Balkans. Mais les contradictions de la communauté internationale vont paralyser cette force d'interposition. En réponse aux attaques des Serbes contre les enclaves bosniaques, l'ONU instaure en 1993 des zones de sécurité. La FOR-PRONU restera impuissante à les protéger. Des milliers de Bosniaques sont massacrés après la chute de Srebrenica. Les images de centaines de casques bleus pris en otage après le bombardement aérien de positions serbes marquent le sommet de l'humiliation pour la FOR-PRONU et du discrédit des Nations Unies. En 1995, le soutien de l'OTAN aux offensives croates et les accords de Dayton qui imposent la paix en Bosnie signent le grand retour des États-Unis et de l'Organisation Atlantique dans le règlement du conflit des Balkans. C'était donc il y a tout juste 20 ans avec cette intervention des casques bleus, donc de l'ONU, pour tenter d'éviter ces massacres. D'ailleurs, la lecture de cette situation avait divisé les Européens eux-mêmes. L'Allemagne avait été la première à reconnaître notamment la Croatie. Ça lui avait été reproché que sa diplomatie n'ait pas permis, au fond, d'apaiser les tensions plutôt que de soutenir certains nationalismes. Tout à fait, contrairement à la France qui avait à l'époque, qui aurait voulu garder l'ex-Yougoslavie plutôt unie. Mais je vais vous dire, en Allemagne, ce qui est resté en fait de ces années-là, c'est surtout la discussion, est-ce qu'on va mettre des soldats allemands dans des opérations militaires hors frontières allemandes. Et ça a commencé donc en 94. La Cour constitutionnelle a dit
qu'on peut, mais que ça doit être soumis à un vote du Parlement. Et en 99 seulement, ça a été fait vraiment dans des opérations de combat. Et je crois que c'est ça surtout ce qui est resté en Allemagne. Et la question, effectivement, de savoir si l'armée allemande pouvait être projetée en dehors de ses frontières. Là aussi, après ces rappels historiques de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un débat extrêmement fort, extrêmement vif. Une autre position de la part de la Russie, qui était la Russie depuis relativement peu de temps par rapport à l'Union soviétique, qui était plutôt aux côtés des revendications serbes. Mais non, pas complètement. Donc à ce moment-là, la nouvelle Russie est toute jeune, justement, parce que l'Union soviétique cesse d'exister en décembre 91. Et donc maintenant, sur le plan international, elle n'a pas de politique établie. C'est très flou, ponctuel. Elle n'a pas de priorité. Je sais pas. La seule priorité, c'était peut-être juste de s'approcher de l'Occident pour s'assurer de son soutien, notamment financier, parce qu'on en avait besoin pour mener à bien les réformes libérales dans le pays. Et donc non, elle est très retirée. Elle reconnaît tout de suite presque la Slovénie, la Croatie. Elle joue pas de rôle. C'est plusieurs années plus tard, vers la fin des années 90, qu'elle commence à avoir sa voix. Et sur ce plan-là, je dois dire que c'est surtout l'affaire du Kosovo qu'on va retenir avec le bombardement, l'intervention de l'OTAN contre la Serbie sans mandat de l'ONU. Et sur quoi la Russie aura une position très ferme. Et moi, j'étais étudiante et je me souviens très bien avoir accompagné mes camarades d'université qui étaient un peu moins apolitisés que moi-même devant l'ambassade des États-Unis, c'était en 99, donc à Moscou, pour manifester leur indignation contre de telles actions. Donc la Russie n'a jamais reconnu le Kosovo, bien sûr. Naturellement. Est-ce qu'en Afrique, cette guerre d'Europe a laissé des souvenirs ? Non, pas tant que ça, parce que nous avons à peu près la même problématique sur le continent. Il y a de nouveaux pays qui naissent presque tous les 5 ans. Il y a eu d'abord l'Érythrée par rapport à l'Éthiopie, puis le Sud-Soudan, et c'est à peu près la même dynamique qui est suivie. Et on a du mal à avoir une position de la diplomatie africaine en tant qu'union sur ces questions-là. Ça procède davantage de positionnement géostratégique par rapport aux anciennes puissances coloniales, par rapport à des enjeux qui échappent toujours à la compréhension de la raison. Mais c'est vrai que sur le continent africain, on a suivi cela avec beaucoup de distance parce qu'on avait déjà la tête dans d'autres conflits. Le Rwanda n'était pas très loin et c'est vrai qu'on avait vraiment la tête à d'autres choses. On regarde depuis le Canada où l'intervention humanitaire, celle des casques bleus, fait aussi partie de votre diplomatie. Quel souvenir cette guerre lointaine, cette guerre d'Europe, a-t-elle laissé ? C'est étonnant, j'ai fait une petite revue de presse pour voir si on en parle de ces anniversaires. Bon, ça va être l'anniversaire de siège de Sarajevo bientôt. On n'en parle pas du tout. On dirait qu'on a tourné la page. Mais c'est sûr qu'à l'époque, c'était le rôle des casques bleus. Ça a été assez terrible. Ça a provoqué une commotion. Srebrenica a provoqué une commotion énorme parce que les casques bleus, c'est un peu l'invention canadienne. C'est l'Indien et les casques bleus. C'est pourquoi on est connu dans le monde. C'est Lester B. Pearson, l'ancien premier ministre du Canada, qui a fait la proposition à l'Union en 56 à l'époque de la crise du canal de Suez. Et c'est là où sont nés en fait les casques bleus. Et le Canada a fait partie de à peu près toutes les missions imaginables des casques bleus de Chypre à Haïti. Et alors cette impuissance, cet opprobre qui est tombé en fait relevé par un général canadien lui-même. Voilà. Et ça a vraiment fait ça a laissé une terrible blessure. Bon, le Canada a continué à participer aux missions des casques bleus, mais cette impuissance de l'époque a été vraiment vécue comme une crise, une blessure, un traumatisme. Ouais. Zéna ? Oui, au Liban, il y a les casques bleus qui sont sur la frontière, mais qui ne... Bon, en fait, on est bien content qu'ils soient là, mais quand il y a de graves incidents et quand Israël attaque le Liban, ils ne bougent pas. On se demande à quoi ils servent exactement. Peut-être que s'ils n'étaient pas là, ça aurait été pire, c'est possible, mais en fin de compte, je ne sais pas à quoi ça sert. Sincèrement, je me pose la question. Merci. Donc, regard sur ces 20 ans, déploiement des casques bleus dans l'ex-Yougoslavie. On poursuit, on revient en France avec le journal de campagne. Vous suivez ça dans les journaux de la rédaction de TV5 Monde, donc à quelques 60 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Les candidats sont sur le terrain. Nicolas Sarkozy est par exemple allé dans une usine, rencontrer, on le voit ici, une usine
la raffinerie de pétrole qui a des difficultés. Voilà, il est allé s'exprimer devant les ouvriers. De même que, vous voyez, François Hollande dans une autre usine, lui aussi pour promettre un soutien et un changement de politique s'il venait à être élu, donc dans maintenant moins de 70 jours. Et puis en ce moment à Paris, c'est le salon de l'agriculture. Et vous voyez François Bayrou, le candidat centriste, qui lui aussi est sur le terrain. Marine Le Pen, de son côté, elle aussi fait campagne quotidiennement. Alors, question, rapidement, qu'est-ce que les opinions publiques des différents pays pour lesquels vous travaillez, vous écrivez, voient dans cette campagne, et y a-t-il une projection préférentielle, en quelque sorte, à propos de cette consultation? On a vu que la Russie s'apprête à voter elle-même, on s'accommode très bien de Nicolas Sarkozy, on verrait bien alternance. En fait, on en parle un tout petit peu, bien sûr, en Russie, mais pas beaucoup. Principalement des deux principaux candidats. Et voilà, quand il se passe quelque chose, annonce des candidatures, annonce des programmes, et épisodes curieux où, comme l'enfarinement de tel ou tel candidat ou le lapsus avec le coup du ticket de métro. Donc donc non, en fait, c'est quelque chose. Il faut avoir un intérêt personnel en France ou être très curieux pour s'intéresser. Mais je pense que quelque part, c'est Sarkozy qu'on connaît mieux. On le connaît déjà pour son rôle dans le conflit russo-géorgien il y a quelques années. Et je pense qu'il a de la sympathie parmi la population. On connaît son épouse, donc Hollande, c'est quelqu'un qui connaît pas bien. Je pense que si les Russes étaient amenés à voter, ça serait Sarkozy. Je voterais plutôt pour Nicolas Sarkozy. Merci. Dans l'Afrique, et notamment l'Afrique francophone, on suit très près cette élection, Louis. Oui, c'est vrai, parce que déjà, quand il arrivait, il avait parlé de rupture, et la France-Afrique n'était pas très loin par rapport à ce dont il se prévalait comme capable d'apporter en termes de rupture. On a attendu longtemps. Il y a eu ce premier voyage sur le bateau de Bolloré. Il y a eu après les affaires de Bourget, dans lesquelles apparemment il dit qu'il n'a jamais plongé. Et certaines déclarations pendant la campagne ont laissé croire qu'on revenait un peu dans ce sillage-là de la France-Afrique ou pas. François Hollande on n'entend pas beaucoup la France, de toute façon, se prononcer sur la situation en Afrique. Et du coup, vous aurez l'occasion, et je le dis à nos téléspectateurs, à partir du milieu de cette semaine, puisque TV5 Monde lance une émission hebdomadaire où nous recevrons aussi tous les candidats pour parler justement, et pour ne parler que des dossiers internationaux, pour essayer d'avoir cela. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'impression que l'on a, c'est que l'international, de façon générale, je ne vais pas dire que l'Afrique, vous allez voir ici. Mais en prêchant pour ma paroisse, l'Afrique est très absente de cette campagne française. Naturellement. Tiens, je vais faire une petite revue de presse là aussi autour de cette campagne. Business Day en Afrique du Sud nous dit Sarkozy en campagne affirme avoir sauvé la France de la ruine économique. Au Koweït, Sarkozy se heurte à Le Pen sur la viande halal. Vous avez suffi ça dans les journaux de la rédaction. C'est en effet un débat de cette campagne. Dans République tchèque, Carla Sarkozy, donc l'épouse de Nicolas Sarkozy, je suis une femme simple, j'adore le football. Voici une phrase importante à méditer. Paris Match nous fait dans le glamour Carla et Nicolas Sarkozy ensemble pour la reconquête, le couple présidentiel. Au contraire, dans Marianne, François Hollande réplique au candidat Sarkozy. Vous voyez que la presse est très attentive à cette campagne. L'Allemagne, on a vu avec certains de vos confrères que la chancelière était puissamment investie avec Nicolas Sarkozy, qu'elle ne recevrait pas visiblement le candidat François Hollande, contrairement aux habitudes. Donc là, c'est clair, l'Allemagne a choisi son candidat, si je puis dire. Non, c'est Angela Merkel qui a choisi son candidat. Puis-je vous rappeler qu'elle est la chancelière de votre très beau pays? Oui, non, mais il y a... disons, par exemple, le SPD a choisi François Hollande, malgré le fait qu'il y a quelques différences de vues concernant la Banque Centrale Européenne, la retraite à 60 ans, des choses comme ça. Et la gauche allemande entend l'appuyer et le supporter et espère très bien sa victoire. Et d'ailleurs, en espérant que ça soit une prémisse pour leur propre victoire en 2013. Une double alternance, pourrait-on dire. Il y a aussi dans les médias, François Hollande commence à être portraité, on s'intéresse à lui, enfin non, depuis qu'il est candidat quand même. Et on dit qu'il est moins bruyant que Sarkozy, mais peut-être que les Français auront besoin d'un candidat qui parle moins de lui-même. C'est vous qui le dites. Le Liban. Oui, on suit de près les élections. Vous savez qu'il y a beaucoup de franco-libanais, des débits nationaux. Ils suivent de très près, que ce soit la presse ou les rencontres. Et vous savez, il va y avoir les députés des Français de l'étranger. Donc là, ils sont assez actifs. 11 députés.
Voilà. Et donc la 11e circonscription, je pense, ou la 10e, je me souviens plus, le Liban fait partie de cette circonscription. Bon, ils sont assez... Où vont les sympathies? Je pense pour Sarkozy. Je pense. Au Canada, même chose, même question. C'est difficile à dire cette fois-ci, mais la dernière élection, les sympathies du côté des Français, parce qu'il y a quand même 200 000 Français qui vivent au Canada, allaient clairement du côté de Mme Royal. C'était à, je crois, plus de 70%. Alors, si elle avait été candidate là-bas, elle aurait gagné des élections. Et cette fois-ci, je ne sais pas s'il y a des sondages ont été faits, je crois pas, mais bon, on peut supposer que c'est quand même, ça va du côté des socialistes. Et même du côté de notre Premier ministre, bon, normalement, on a un gouvernement conservateur, les sympathies iraient plutôt vers Nicolas Sarkozy, mais depuis qu'il a mis dans son programme une taxe sur les transactions financières, à laquelle notre Premier ministre Harper est très fortement opposé, je ne sais pas si... mais il n'y a pas l'ingérence allemande dans les affaires françaises de la part du gouvernement canadien. Alors, on regarde on regarde ce dessin de dilemme. Sarkozy ne refera plus les erreurs. Dans une émission, il a dit qu'il avait eu tort d'aller au Fouquet's le soir de son élection. Un événement qui lui colle à la peau des années après. Guerre d'interview où on lui pose la question. Et alors, il est prudent. Allô, le Fouquet's, est-ce que vous livrez? Là, il n'est plus question qu'il y a lui-même. Tiens, il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on termine rapidement avec une polémique. On revient, ou plutôt on reste en France avec un changement dans les formulaires administratifs. Aujourd'hui, il est possible, en fonction de son état civil, d'être monsieur, ça ne change pas, d'être madame, mais d'être mademoiselle, notamment si on n'est pas marié. Et donc il y aura un changement, il n'y aurait plus que 2 façons de se présenter, en quelque sorte. Évidemment, monsieur pour les hommes et madame pour les femmes, en fonction du refus d'un certain sexisme. Donc, cette réforme va entrer en cours. Je voulais savoir si, dans vos différents pays, on retrouve la même chose. Est-ce qu'en Russie, le terme de mademoiselle peut exister? Et est-ce qu'il y a un débat des féministes autour de cela? En Russie, non, il n'y a pas du tout ce problème sur le plan administratif. On ne va pas vous demander si vous êtes monsieur, madame ou mademoiselle. On va vous demander si vous êtes un homme ou une femme. Donc, il y aura une case sexe à cocher. Et donc, mais une chose intéressante concernant la Russie, c'est qu'on a un gros problème en Russie. On ne sait pas comment s'adresser aux gens qu'on ne connaît pas dans la rue. Parce que les termes d'avant la Révolution ont été supprimés en 1917. Après, tovarish, camarade ou citoyen non plus court non plus. Et donc, du coup, il n'y a rien, il n'y a pas... C'est pour une jeune fille. Mais il n'y a pas de titre de civilité neutre. Il passe partout comme équivalent de votre monsieur ou madame. Donc, le plus souvent, on va dire excusez-moi. Et c'est dommage. Il n'y a pas mieux. Mais une autre chose intéressante, c'est que dès qu'on connaît la personne, on n'a plus besoin d'aucun titre de civilité parce que donc on utilise le prénom et le patronyme, très important. Par exemple, quelqu'un qui s'appelle Vladimir et dont le père s'appelle Vladimir, que ce soit un premier ministre ou un simple voisin, on va lui dire Vladimir Vladimirovitch. C'est quelque chose qui est autosuffisant, n'a pas besoin d'être précédé par quelque titre de civilité que ce soit. Donc il n'y aura pas cette réforme. Fräulein, en Allemagne, il y a un débat autour de sa suppression éventuelle. Ça n'existe plus depuis longtemps. Écoutez, et quand je suis venue en France, en bonne allemande qui lutte pour l'émancipation des femmes, j'étais assez choquée d'être appelée mademoiselle, tout le temps. Alors, avec la chanson de Henri Salvador et aussi mon boucher qui donne du mademoiselle et princesse aux clientes, je me suis habituée, j'ai même un peu aimé. Et puis un jour, je me rends compte, il y a des jeunes garçons là qui disent madame, excusez-moi, etc. J'ai madame. Donc j'ai compris que en fait, maintenant j'étais respectée, mais que j'avais dépassé la date limite. Mais non. Je suis très contente que ces considérations... Ça devrait peut-être être une question d'âge, justement, et pas une question peut-être. En arabe, est-ce que ça existe? Oui, ça existe et ça ne choque pas du tout. Surtout quand c'est une gamine. Comment on va l'appeler? Une gamine de 12 ans. On va lui dire madame? En effet, c'est compliqué. C'est ça. Comment vous voyez ça, vous, le seul homme de ce plateau, aujourd'hui? Non, c'est vrai que par moments, c'est très difficile. Au Cameroun, notamment dans les pays francophones d'Afrique, on est vissé à l'actualité française. Donc, les débats qui ont lieu en France sont courts en Afrique également. Et quand vous dites à une femme, madame, vous savez jamais si elle va bien le prendre ou pas. Évidemment. Du coup, c'est très compliqué J'en termine avec le Canada.
bilingue. Est-ce que le débat existe en anglais ou en français? Et en anglais, le débat existait pour le titre écrit. Vous savez, on a changé est-ce que je me trompe pas, MS. MS. C'est ça, voilà. Donc, mais le débat en tant que tel n'existe pas. Non, mais pour dire le terme, ça n'existait. Il y avait pas de mot. En français, mademoiselle existe, madame existe, mais on l'utilise beaucoup moins qu'en France. Alors, merci mesdames, merci monsieur. Je salue Louis. Et puis on termine avec ce dessin. Mademoiselle n'est plus reconnue dans l'administration. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Et forcément la question, monsieur ou madame. Voilà, merci de votre fidélité. Vous pouvez naturellement nous joindre sur les réseaux sociaux et sur les différents sites dont vous connaissez maintenant par cœur les adresses. Les voici, nous vous les redonnons. Et puis on se quitte avec un kiosque dont on attend beaucoup, celui de Rangoon, où peut-être le pluralisme et la démocratie viendront. Il ne faut pas en désespérer pour cette année 2012. Merci de votre fidélité. On se retrouve ici même sur cet écran dans tout juste une semaine.